La semaine dernière, j'ai gagné 203 800 € en une semaine. C'est la semaine record. C'est la première fois que j'ai réussi à faire ça. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que j'ai fait pour faire ça. Alors, je dis je, mais évidemment, c'est pas moi tout seul. C'est toute mon équipe. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je voulais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour réussir à faire ça, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai aussi fait ma pire semaine. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une de nos pires semaines depuis des années à notre meilleure semaine. Et en plus, quand on a fait ce chiffre-là, ça a été notre semaine record, ça a été une très bonne semaine, mais ça n'a pas non plus été une semaine exceptionnelle. C'est-à-dire que tout le monde a bien performé. Il y en a qui ont même pas forcément super bien performé, il y en a qui ont très bien performé, mais c'est pas non plus une semaine exceptionnelle et c'est un bon signe dans le sens où ça veut dire que si vraiment tout le monde arrive à être exceptionnel dans ce qu'il fait, logiquement, on devrait réussir à faire encore plus. 200 000 € en une semaine, ça veut dire qu'on est sur le pace, donc sur le rythme pour faire 800 000 € en un mois. Je sais pas si on va réussir à le faire ce mois-ci. Je pense que là, il y a eu des étoiles qui sont un petit peu, des planètes qui sont un petit peu alignées. Donc, on n'a pas encore la structure complètement nécessaire qui fait que, genre, même si on n'est pas bon, on arrive à faire 1 million par mois ou 200 000 € par semaine, mais ça va venir. Donc, je voulais vous expliquer, déjà au niveau de la structure de l'équipe, ce qu'on a changé et à quoi ça ressemble, surtout. Et surtout, je vais vous expliquer après ce qu'on a en fait changé. Et on a changé une seule chose dans toute notre structure, et c'est ça qui a fait la diff entre faire une très mauvaise semaine et faire notre semaine record. Donc, comment est-ce qu'elle est structurée, notre équipe? Alors, c'est très simple. Je commence toujours par on va dire, le début du funnel, et après, on va sur la fin du funnel. Début du funnel, le marketing. Le marketing, c'est s'occuper de générer des rendez-vous, faire les pubs, faire les mails, faire les ads, et aussi, dans le marketing, vous avez vraiment ça, plus le media buying. Nous, on a une seule personne qui s'occupe de tout faire. Donc, c'est aussi intéressant, c'est réussir à faire 200 000 € en une semaine. Nous, on est une petite équipe, vous allez voir, je crois qu'en tout, on est une quinzaine de personnes, moi et mon frère compris. Donc, c'est des boîtes qui sont très, très lean. Là, on est en train de créer une petite fusée et moi, je veux vous apprendre à faire exactement la même chose. Je ne veux pas vous apprendre à faire 200 000 € par mois, 200 000 € par mois ou 200 000 € par semaine en étant 100. Enfin, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais je pense que c'est possible de réussir à faire ça en étant très peu. Il faut juste bien tout optimiser. Marketing, on a nous une personne qui s'occupe de faire le copywriting et le media buying. Histoire intéressante, à la base, cette personne a été copywriter. Mais on lui a dit, franchement, je pense que tu devrais apprendre à faire le media buying parce que comme ça, tu verras exactement à quel moment les pubs se fatiguent. Et tu vas voir, quand les pubs se fatiguent, tu vas te dire, OK, là, il faut que je réussisse à générer des nouvelles ads. Donc, il y a la pression. Et en fait, la pression, tu vas la sentir tout seul sans que nous, forcément, on te la mette et te dire, là, il faut que tu fasses une nouvelle pub, il faut que tu fasses une nouvelle pub, etc. Bon, c'était bien en fait, d'avoir une personne qui faisait les deux. C'était intéressant jusqu'à 500 000 € par mois. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de taf pour qu'en vrai, on rescinde le rôle en deux. Donc, un copywriter, on n'en a pas pour l'instant, mais on va dire un media buyer. Et aussi, on a un vidéo editor. Alors ça, ça dépend à quel stade vous en êtes, mais nous, c'est vrai qu'à un moment, c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse éditer suffisamment de nouvelles variations de pubs. Et on a recruté quelqu'un qui fait des super pubs que vous avez déjà dû voir partout sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Ensuite, partie sales. Partie sales, le cœur, j'ai envie de dire presque le cœur du business quand même. Marketing et sales, ça c'est le plus important. C'est comme ça. Si vous ne savez pas générer de calls, ça sert à rien d'avoir des sales. Si vous savez générer des calls mais que vous ne savez pas les closer, ça sert à rien de savoir générer des calls. C'est vraiment genre, ça c'est le roi et la reine. C'est le roi et la reine de votre activité. Sales. Nous, ce qu'on a, on a 4 closers et un sales manager. On n'a pas de setter. On réussit à faire ça sans setting. Setting, quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, mais on n'a pas de setter pour l'instant. On a déjà essayé d'en avoir, ça n'a jamais très bien marché, pour être honnête. Je pense que c'est intéressant de le faire, mais c'est pas non plus le truc le plus important. On peut réussir à faire ça sans setter. Product, très simple, un coach. Un coach, plus moi et Edouard, plus, et en fait c'est ça qui est important, on fait intervenir les mecs de notre équipe. C'est-à-dire que notre head of sales,
c'est celui qui va coacher en vente dans attention. Notre Head of Marketing, c'est celui qui va faire les retours marketing à nos élèves, qui va faire les call media buy, etc. Ça, c'est un point super important parce que nous, on essaie de créer des superstars. On essaie de recruter d'abord des superstars. Et si la personne n'est pas une superstar, on essaie de créer la superstar. Donc, généralement, ça veut dire qu'il faut que la personne soit déjà un player ou une star. Mais ce qui fait que dans nos programmes, vous avez accès à des gens qui sont très, très forts. Et en fait, je trouve que ça a beaucoup plus de sens de faire intervenir des personnes qui sont très fortes versus, je sais que dans d'autres programmes, on peut vous dire, ah, vous avez accès à plein de coachs, vous avez des calls, je sais pas, 2 fois par jour, des trucs comme ça. Vous avez des calls 2 fois par jour avec des gens qui sont nuls. Donc franchement, ça sert à rien. Nous, on vous fait des calls avec des gens qui sont très très forts et qui, à part dans nos programmes d'accompagnement, ne feraient jamais ça. Vous prenez notre Head of Sales, il va pas s'amuser à aller faire des calls de coaching. Lui, ce qu'il veut, c'est coacher sa sales team. Là, par exemple, il fait les calls dans Ascension parce qu'on lui a demandé de le faire et que c'est la meilleure personne pour le faire parce qu'il est tout le temps dans les tranchées. Donc, c'est pour ça que ça a du sens. Pareil pour le marketing. Mais sinon, lui, il ferait jamais ça. Et en fait, je trouve ça assez stylé parce que les personnes qui vont vous coacher, à la base, c'est pas des coachs. Et je trouve qu'en vrai, c'est souvent les meilleurs coachs parce que c'est les gens qui sont les plus forts dans leur domaine. Donc, tout ça pour vous dire que dans la partie produit, on a une personne qui est dédiée full-time, qui est coach. Mais en plus, vous avez accès à moi, vous avez accès à Edouard, vous avez accès à toutes ces personnes-là. Et il vaut mieux parler 5 minutes à un mec qui est très très fort plutôt qu'une heure à un mec qui est nul. Et moi, ça me l'a fait dans d'autres programmes où quand vous parlez à des personnes qui ne sont pas très fortes, ça peut vous emmener dans la mauvaise direction. Donc, faire très attention à ça. Ensuite, partie finance. Alors, la partie finance, c'est une partie qui est importante pour toujours être dans le respect de la loi. Nous, on a une personne sur la partie finance et je pense que c'est bien assez rapidement de mettre quelqu'un sur cette partie-là, sinon c'est vite la prise de tête. Donc, en plus de votre expert comptable, hein, vous avez quelqu'un, ça peut être un assistant virtuel au début, qui va s'occuper de la partie finance et de la partie opération. Nous, on a ce qu'on appelle aujourd'hui une responsable administrative et financière. Sur la partie opération, on a une personne, on a recruté un COO il n'y a pas longtemps qui a l'air d'être très très fort et je pense qu'il va regarder la vidéo, donc je pense que je ferai plaisir aussi. Et on l'a recruté, alors c'est marrant parce qu'en plus le COO qu'on a recruté, il a vu la boîte le moment où on a fait la pire semaine et le moment où on a fait une semaine exceptionnelle. Donc comme quoi les choses peuvent changer très très vite. Et on a une personne un peu comme une assistante virtuelle. Alors j'aime pas trop le mot assistante virtuelle parce que je trouve que c'est négativement connoté, mais qui est à cheval entre les deux, entre la partie opération et la partie finance. C'est aussi, on pourrait dire, un peu la... J'ai vu ça, c'est un Américain, il avait ce qu'il appelait une stats team. Et il avait 3 personnes dans la stats team, donc équipe de statistiques, et leur job, c'était toute la journée de remplir des tracking sheets. Et donc, nous, la personne qui est assistante, elle va s'occuper notamment de beaucoup remplir des tracking sheets parce qu'on regarde les chiffres très attentivement. Donc, elle est à cheval entre les deux. Et ensuite, ici, content. Alors, content, ça fait partie des fois des projets que nous, on pousse, mais qui ne sont pas du tout essentiels pour réussir à faire ça. C'est des nice to have et c'est des choses qui, je pense, à plus long terme, vont nous permettre de réussir à gagner beaucoup plus en dépensant moins en ads, donc toujours en ayant beaucoup plus de profitabilité. D'ailleurs, ce qui est important à dire, c'est que là, on a réussi à faire ça, mais pour ceux qui se poseraient la question combien on fait de ROAS ou de ROI sur les ads, il était énorme. Sur les YouTube ads, on a fait du x20, je crois, la semaine dernière. Donc, pour vous dire que c'est toujours possible de réussir à faire ça, mais nous, ça fait 4 ans qu'on fait ça, c'est vraiment possible. Donc, content, on a une copywriter et un autre vidéo éditeur. Alors, cette team, c'est des choses qu'on a changées souvent dans tous les sens, parce qu'on ne savait pas trop faire en vrai. Là, il n'y a pas longtemps, on a pris un accompagnement avec un mec qui est une superstar. C'est un Américain, trop fort. En effet, j'avais l'impression qu'on a souvent essayé de craquer le code du content ces dernières années, mais on s'y est pris vraiment pas comme il fallait, parce que finalement, l'erreur qu'on a fait, et ça j'en discutais avec Edouard, qui est mon petit frère, mon associé, c'est de se dire, oh, on va réussir à faire tout seul. Et ben voilà, dès qu'on essaie de faire tout seul, c'est en plus, vraiment, c'est l'erreur que je dis à tous les gens de ne pas faire. Trouve quelqu'un qui a réussi à le faire et demande-lui de te montrer ou même de le faire pour toi. Bon, le problème, c'est qu'en France, sur cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont forts.
Donc ça a été long de trouver la superstar qui pourrait nous guider. Et on vient juste de commencer en plus à travailler avec elle, donc je ne sais pas du tout si ça a marché. Mais ce qui est d'ailleurs assez incroyable, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, cette chaîne YouTube, il y a déjà plusieurs personnes qui ont rejoint le mastermind. Donc ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Si j'avais su que je pouvais faire autant avec juste 500 abonnés sur une chaîne YouTube, je l'aurais lancé bien avant. Et en plus, surtout que j'ai lancé la chaîne YouTube au début, pas du tout pour ça, mais ça veut dire que ce que vous regardez plaît, et ça, c'est quand même très cool. Donc, partie content, franchement, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est vous prenez pas la tête avec ça. Si je devais résumer simplement dans quel sens vous le faites, c'est d'abord vous devenez riche, et après vous devenez célèbre. Parce que l'objectif du content, c'est ça finalement, c'est de devenir célèbre. Célèbre dans votre niche, célèbre à n'importe quel niveau, mais c'est ça. Et en fait, c'est plus facile de devenir riche, je pense que c'est plus facile de devenir riche en premier, parce que une fois que vous êtes riche, vous pouvez payer des gens qui sont talentueux pour vous aider sur cette partie-là qui ensuite va vous rendre célèbre. Je trouve qu'il y a des mecs qui ont fait ça bien. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils l'ont organisé. Mais vous voyez, par exemple, des mecs comme Anthony Bourbon en France, assez fort en personal branding. D'abord, il est devenu riche, puis ensuite, il a décidé de devenir célèbre. Ouais, c'est un peu le chemin. Et je trouve qu'il y a plein de personnes, je trouve que c'est plus facile de se faire dans ce sens-là. Alors que si au début, vous voulez faire du content tout seul, ouais, c'est non, vous allez être tout seul. En fait, vous allez surtout perdre du temps sur des tâches qui sont ultra chronophages, sans énormément de valeur ajoutée pour vous. Par exemple, monter des vidéos, des choses comme ça. Un autre exemple, super exemple, aux États-Unis, pour ceux qui connaissent, Alex Hormozy. Le mec revend sa boîte 50 millions. Ensuite, il veut devenir célèbre pour plein de raisons différentes. Aujourd'hui, Alex Hormozy, c'est un mec qui a dans sa team de content une vingtaine de personnes. Et des mecs qui sont vraiment très, très, très chauds. Comment est-ce qu'il peut les payer? Parce que d'abord, il est devenu riche. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un boss que vous essayez d'aller chercher, mais beaucoup plus loin. Ensuite, partie tech. Alors, partie tech, moi, c'est mon cousin qui s'en occupe. C'est le mec le plus intelligent que je connaisse, je pense. Dès que j'ai un problème trop complexe, je me dis, alors soit j'essaie de le résoudre tout seul et je réfléchis pendant 1 heure, soit en fait j'appelle mon cousin qui va trouver en 5 minutes la réponse. Donc généralement, c'est ce que je fais et il s'occupe de toute la partie tech. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est très fort dans tout ce qui est code et tout, donc ça lui semble ultra simple. Mais la partie tech, vous savez, c'est genre faire les intégrations entre Zapier, ActiveCampaign, enfin tous ces trucs-là de funnel. Des fois, il y a des bugs, il y a des choses comme ça. Donc, partie tech, et un truc qui est pas mal, que nous, on n'a pas fait, mais qu'on va peut-être un peu plus faire, c'est que la personne qui s'occupe de votre média buyer, ce soit aussi votre tech personne. Ou en fait, que vous preniez une personne qui est très tech, et ensuite, vous lui apprenez le média buying. Ça, apparemment, de ce que j'ai compris dans le national de laquelle j'étais, c'était quelque chose qui marchait quand même vraiment bien. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment, on va dire, la structure que vous pouvez avoir voilà, quand vous êtes à notre niveau, autour de 500K par mois. Et ce que j'ai rajouté, dernière catégorie ici, c'est la catégorie life. Moi, j'ai un assistant personnel exécutif qui est un peu entre l'assistant personnel et l'assistant exécutif. Ça, c'est game changer. Si c'était à refaire, je prendrais cette personne beaucoup plus tôt parce que ça me fait gagner énormément de temps. C'est tous les trucs genre booker les billets d'avion, prendre rendez-vous chez le coiffeur, des choses comme ça. Plein de petites choses qui sont chronophages, mais qui sont super importantes à faire. Si vous êtes juste, petite précision, nous par exemple, quand on était à 200 000 euros par mois, on avait 3 sales. Là, c'était moi. Là, c'était moi. Non, pourquoi je barre? Là, c'était moi. Là, c'était moi. Là, c'était moi. Là, c'était moi. Ça, c'était moi, mais on faisait pas trop. Ça, c'était Edouard. Et du coup, genre, et ça, c'était entre moi et Edouard, ouais. Du coup, on était 5 et on pouvait, enfin, voilà, vous pouvez aller 200 euros par mois. Dans Ascension, généralement, je trouve on peut aller tout seul jusqu'à 50 000 euros par mois. Au-delà, ça commence un peu à être très surchargé, mais par exemple, l'interview que j'ai fait sur la chaîne avec Quentin Gerbeau, et il y a plein d'autres exemples comme ça dans le mastermind, même des personnes qui veulent pas le forcer, enfin, qui veulent rester anonymes. Je comprends. Même si ça ferait des super customer interviews, il y a des histoires de ouf. Enfin, ouais, petite digression. Et oui, par exemple, vous voyez, tout seul, Quentin Gerbeau, il fait tout seul. Donc voilà, toute cette partie-là, il fait tout seul. Et c'est ce qui vous rend vraiment très très fort. Parce que l'avantage de faire ça, c'est qu'après, vous prenez n'importe qui, comme vous maîtrisez super bien le sujet, vous pouvez former la personne. Mais pour en revenir à la vidéo, alors comment est-ce qu'on a fait pour passer? Alors je ne sais plus combien on a fait avant,
Enfin, genre vraiment, c'était un début de mois très, très compliqué. Et comment est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a changé? Et dans toutes ces parties-là, là, qu'est-ce qu'on a changé? Et ben en fait, c'est super simple. On a changé cette partie-là. Et en fait, tout le reste, c'est exactement resté pareil. C'est-à-dire, on a fait le même marketing. On va dire, bon, cette partie, on a la même chose. Cette partie, on a la même chose. On a pareil. Là, on a recruté un COO. Et évidemment, ça aide. Mais là où il y a eu le plus de changements, c'est là-dedans. La partie finance, on a aussi changé les personnes, mais c'est pas ça qui a de l'impact pour l'instant, même si ici, à long terme, ça aura de l'impact. Product, ça n'a pas changé. Marketing, ça n'a pas changé. Et non seulement c'était les mêmes personnes, mais c'était les mêmes ads, le même funnel, tout exactement pareil. Et en fait, ce qu'on a changé, eh ben, c'est la sales team. Parce qu'il s'est passé plusieurs choses dans cette sales team. C'est qu'il y a des gens qui sont partis parce que bah, moi, je suis toujours très reconnaissant de toutes les personnes qui ont travaillé pour moi. Et il y a des personnes, bah voilà, ça faisait 1 an et demi. Il y avait un de nos closers, ça faisait 3 ans qu'il était avec nous. C'était notre premier closer. Il voulait voir autre chose. Il en avait un peu marre. Je comprends tout à fait. D'autres personnes, pareil. Puis, en fait, quand on a repris la sales team, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Edouard qui s'y est collé, hein, mais vraiment, on avait atteint, pour être super transparent, des taux de conversion incroyablement bas. C'est-à-dire vraiment, on est arrivé sur des taux de conversion à 12%. Et on s'est dit, mais je pensais même pas qu'on pouvait réussir à être aussi mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a commencé à bien checker ce qui se passait dans cette sales team. En fait, on s'est dit, bah, finalement, il y a un problème. Les closers ne sont juste pas assez bons. Et en fait, c'est dur à voir parce que quand vous avez des personnes qui ont été bonnes à un certain moment et qui sont plus bonnes, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le marché qui a changé? Est-ce que les gens ont moins d'argent qu'avant? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que toutes ces choses-là? Et en fait, c'est vrai que bah, ça dépend de la team que vous avez, mais ça peut vite vous mettre des mauvaises idées en tête. Et donc, en fait, la grosse diff entre bah, nous qui faisons une semaine catastrophique et nous qui faisons notre semaine record, eh ben, c'est juste les closers. C'est juste la team de vente. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous avait déjà expliqué, J'avais un peu du mal à y croire, enfin à le comprendre. Bon, là, je pense que j'ai capté. Et encore une fois, les personnes qui ont travaillé avec nous ont toujours été des personnes quand même fortes. Mais il y en a qui, à un moment, sont moins fortes parce qu'elles ont marre, ça fait longtemps qu'elles travaillent avec vous. Il y a plein de choses qui existent, qui expliquent que les performances de quelqu'un diminuent. Mais bon, là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a à peu près fait changer toute la team, sauf une personne. On a pris notre meilleur sales, et on l'a fait passer à sales manager. Et ce qui, je pense, était une très bonne idée. Je vais revenir en détail dessus. Et du coup, on sait juste que là, on a on le voit ici, plus des stars quand même. Vraiment, j'ai l'impression que les personnes qu'on a, c'est vraiment des tueurs. Alors, c'est pas facile de réussir à attirer à soi au début des personnes qui sont très talentueuses parce qu'il faut offrir le bon environnement, c'est-à-dire la possibilité de gagner un certain montant parce que les meilleurs closers, ils vont pas travailler pour 3 000 € par mois. D'ailleurs, ça, c'est une question que Edouard pose tout le temps en entretien. C'est, OK, en ce moment, tu gagnes combien? Si un closer, il vous dit qu'en ce moment, il gagne 4 000 € par mois, c'est sûrement que c'est pas un bon closer. Parce qu'un closer qui est vraiment très, très bon, bah, il va gagner beaucoup plus que ça. Donc, c'est un indicateur. Et nous, on le fait d'ailleurs sur tous les postes. On demande, OK, combien tu gagnes actuellement? Si la personne gagne moins que le poste auquel bah, voilà, elle postule, c'est sûrement qu'il y a un problème. Moi, j'aime bien aussi cette idée que, vous savez, c'est un peu comme une équipe de foot. Et en fait, des fois, bah, les équipes de foot, en fait, elles perdent au moment du mercato. Et en fait, c'est au moment de recruter les meilleurs joueurs. Et à un moment, une équipe, bah ouais, si elle a des joueurs qui sont pas ouf, elle peut avoir un entraîneur exceptionnel, faire tout ce qu'elle veut. Bah, à un moment, elle peut pas avoir des performances incroyables. Prenez au foot le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions presque tout le temps. Bah, c'est aussi parce que ils ont les meilleurs joueurs et le meilleur entraîneur. Et donc, à un moment, en fait, si votre sales team elle performe pas bien, c'est sûrement que vous êtes foiré au moment du recrutement et que bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. À un moment, quelqu'un qui a un 2 sur 10, vous pouvez pas l'emmener à 8 sur 10. Et moi, je pense que c'est des fois des erreurs qu'on a faites. Et je pense que tout le monde qui a une team a fait comme erreur. C'est pas identifier est-ce que la personne c'est un 2 sur 10, est-ce que c'est un 5 sur 10, est-ce que c'est un 8 sur 10. D'accord? Et ben pour emmener quelqu'un à 10, c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui a un 8. Et des fois, bah, c'est juste, ça sert à rien de s'acharner sur quelqu'un qui est 2 sur 10. Il va vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc.
Et d'ailleurs, c'est la discussion que j'avais avec un des membres de notre mastermind. Je lui ai dit, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que le mec, c'est un 2 sur 10. Comment est-ce qu'on identifie un 2 sur 10? Un mec qui prend 0 extreme ownership. D'accord? Qui veut dire, ah ouais, mais non, mais là, si je close pas, c'est à cause de la qualité des leads. Moi, quelqu'un qui me dit ça dans la team, c'est un énorme red flag. Hein, et c'est interdit de dire des choses comme ça. Parce que des fois, c'est vrai que ça va être à cause de ça. Mais je préfère que quelqu'un n'utilise pas ça comme excuse. Et moi, j'ai été le premier vendeur de la boîte. Bah, du coup, je ne pouvais pas me plaindre parce que c'est moi qui crée mes propres leads. Donc, ça m'a appris à ne jamais utiliser ça comme excuse. Pareil, ne jamais se dire que c'est à cause du prix. Non, jamais se dire des choses comme ça. Par exemple, à un moment, la sales team performance catastrophique. C'est vraiment, j'avais l'impression avec Edouard, on avait l'impression on était au fond du trou, on continuait de creuser, on se dit mais jusqu'où on peut aller? J'ai l'impression que c'est pas possible, même si on voulait faire pire que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même là, il y a un gros truc qui se passe. Et on est arrivé en sales meeting et on s'est dit, les gars, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, bah, celui qui est passé sales manager actuellement, il n'a pas trouvé d'excuse. Il a dit, c'est juste qu'on n'est pas assez bon. Voilà. Bon, bah, ça, quelqu'un qui est un high player, qui est une star, qui est une superstar, c'est ce genre de mindset que vous voulez avoir. Le gars, il n'a pas commencé à se plaindre et à dire, ah, c'est parce qu'on n'a pas assez de leads, c'est parce qu'ils sont pas assez quali, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on est en juin, enfin, je sais pas, on est à tel mois et que là, il y a les élections de je sais pas trop quoi. Ouais, ça, c'est des signaux que vous avez quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est coachable aussi. Par exemple, est-ce qu'il va écouter les retours que vous lui faites et est-ce qu'il va les implémenter rapidement? Par exemple, là, la personne que j'ai en tête dans notre mastermind, elle m'a réécrit un message après pour me dire, ah ouais, là, en plus, j'ai réécouté les calls du closer. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait 2 semaines que je lui dis les mêmes trucs, il ne les implémente pas. Je fais, bon, bah là, on ne perd pas de temps, on vire la personne très rapidement. Virer quelqu'un, c'est dur, on est attaché émotionnellement à cette personne, etc. Ça, je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on apprend et que ça nous rend plus fort. Puis après, il faut se dire aussi que le calendrier d'un closer, ça vous coûte de l'argent. Bon, il faut vraiment y aller pour qu'un closer vous fasse perdre de l'argent, mais bon, ça peut arriver si vous monitorez mal les choses. Donc là, en gros, nous maintenant, actuellement, on a 4 closers et un sales manager, un head of sales. Bon, je pourrais rentrer dans le détail, mais après, ça va faire une vidéo quand même qui va être très longue sur qu'est-ce que fait le head of sales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important dans une sales team, la sales team, c'est genre vraiment de tout ça, c'est le plus dur à l'idée et à manager. Parce que c'est de la haute performance. Il faut toujours être dans la performance. Quand les perfs ici, elles diminuent, ça se voit tout de suite. Tout le monde est super exposé. Si un sales il a un coup de moins bien, ça se voit tout de suite. Le reste, vraiment, quand vous réussissez à faire performer une sales team, tout le reste, c'est plus de l'exécution. Donc, c'est juste suivre, ah, ok, genre, est-ce que tu fais bien ça? Est-ce que tu fais bien ça? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Sales team, il faut inspirer les gens, etc. Donc, quand vous mettez ici un head of sales, ce qui est important, c'est que le mec il soit super respecté par ses closers, pour que les closers, ils l'écoutent. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'étais le premier sales, Edouard était le deuxième sales. Et Edouard a été pendant très longtemps, il avait les records de la boîte, qui ont mis beaucoup de temps à être tombés. C'était lui qui avait les records. Et là, par exemple, quand il a fallu remettre du propre dans la sales team, bah, c'est Edouard qui s'y est collé. Le pauvre. Parce qu'il il maîtrise beaucoup mieux cette partie que moi, en vrai. Et moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là où il a été très bon, en fait, ça a été d'identifier qu'on avait un problème de sales team. Et ben, on mangeait le midi ensemble, on fait, j'ai l'impression qu'on a un problème de sales team, en fait. Et donc, du coup, on a lancé une opération Sales Team Resurrection. Et du coup, la première étape de l'opération Sales Team Resurrection, bah, c'était quand même de trouver des bêtes de closer. Et en fait, c'est là où il a été très fort, pour être honnête. C'était la première étape, en fait. Plutôt que s'acharner avec certaines personnes qu'on avait, et qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais je sais pas, il y avait des trucs qui n'allaient pas, et à un moment, on se dit, bon, bah, peut-être que c'est juste pas la bonne personne. Mais pour en revenir, vous voyez, par exemple, il faut que la personne, ici, là, elle soit respectée. Comment est-ce qu'elle est respectée? Bah, nous, par exemple, on a pris notre meilleur closer. Un mec est très performant depuis très longtemps. C'est ça qui est important. Et pour être honnête, sur ces genre 200 cas qu'on a fait en une semaine, je crois que notre head of sales a closé pour pas plus de, mais presque la moitié. Donc c'est sûr, quand vous avez un mec qui fait la moitié de la semaine record, bah, toutes les personnes qui sont ici après, elles sont obligées de l'écouter parce qu'elles comprennent quand même que, ok, genre,
il y a une raison pour laquelle il est à ce poste-là. Donc, voilà ce que je voulais dire dans la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez appris des trucs. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, des remarques, des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos sur les sujets qui vous plaisent. Et je vous dis à bientôt.